Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui, je serai avec Laurence Marchand, qui est la directrice de communication de l'Académie Fratellini. C'est une école supérieure des arts du cirque installée à Saint-Denis, juste à côté de chez nous. J'aurai également Jean-Marcus Cavicchi qui représente l'association IDP, c'est-à-dire l'association Îles du Pacifique. Et puis, mes autres invités sur ce plateau aujourd'hui seront Louise Faure et Anne Julien, qui sont réalisatrices. Et on va parler avec elles d'une exposition qui a lieu au Grand Palais, mais surtout de leur film « Niki de Saint-Phal, un rêve d'architecte », un documentaire riche en archives et dont une grande partie vient d'ailleurs de la fondation Niki de Saint-Phal. Voilà pour votre sommaire. Je dis bonjour à mon premier invité. Alors on dit Marco, Jean-Marcus, on dit quoi ? Oh, les deux se disent, mais artistiquement, Marco est préférable. Alors Marco au micro, bonjour. Bonjour les naïcs. Je dis Marco au micro parce que tu as été animateur radio et télé aussi, à Wallis. Animateur radio et présentateur télé à RFO, Wallis et Futuna dans le temps, puisque maintenant c'est passé à Wallis et Futuna première. C'était hier. Ah oui, on se rajeunit toujours. Et alors, qu'est-ce qui amène un Wallisien à Paris ? Un Wallisien à Paris, la plupart des Wallisiens et Futunais qui sont venus à Paris sont toujours emmenés par l'armée, par les études. Moi, j'ai été amené par amour pour les études. C'est une bonne raison. Voilà, c'est pour les études de mon épouse. Et quand je suis arrivé à Paris, c'était pas tout à fait ça. Je me plaisais pas à Paris, puisque on a l'habitude d'avoir notre sable chaud, le soleil, la mer et tout. Les belles choses aussi qu'on a dans notre vie, parlons de bouffe. Il y avait un choc culturel, tu as vécu le choc culturel. Enfin, ça va pour le choc culturel, parce que je suis déjà venu auparavant, c'était pas la première fois que je suis venu à Paris, j'étais déjà venu auparavant en France, et donc j'ai déjà découvert à peu près les différences, le pharaonisme de tout ce qui est bâtiment et tout, et moi j'arrive de nos îles avec le petit fameux faré. Donc c'est vrai qu'il y avait un grand choc, mais là, après quand je suis venu avec mon épouse, ça va, je me suis adapté. Mais malgré tout, je garde toujours mon cœur au pays. À Wallis, oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu es arrivé à Paris ? Est-ce que c'était la nourriture qui changeait ? Est-ce que c'était la température ? Il y a parfois quelque chose qui est un peu plus difficile que d'autres. Qu'est-ce que c'était pour toi ? Eh bien pour moi, c'était le côté social. De ne pas avoir la famille autour, les amis ? Du tout, le contact avec les gens. Parce que chez nous, dès qu'on se réveillait le matin, c'est bonjour. On passait à 5, à 10 mètres, à 20 mètres, on levait la main, bonjour. Les sourcils qui se lèvent tout seuls pour dire bonjour. Ici, on rentre dans le bus à Paris, on dit bonjour. Les gens, heureusement qu'ils n'avaient pas des revolvers à la place des yeux, c'était fusillé direct. Ouais. C'était surtout ça qui m'a un peu choqué, mais après, on s'y habitue. Oui, c'est vrai, on s'y habitue. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée aussi à Paris, j'avais tendance à sourire à tout le monde, tout à fait. À dire bonjour, comme ça, spontanément, et puis on voit en face les regards un petit peu... changer, oui. Les gens se demandent, ils se retournent pour savoir si c'est bien à eux qu'on a parlé, ou... Puis après, il y a le deuxième, il y a l'effet qui se coule, donc c'est... mais elle me parle ? Mais elle me sourit, est-ce qu'elle me drague ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était ça. Ça change. Donc après on apprend à moins sourire, ou en tout cas à ne plus sourire dans le métro, dans les transports en commun ou les magasins. C'est-à-dire qu'on perd un peu ce côté que nous avons, nous, jovial, d'avoir le sourire toujours à tout bout coin de la rue. Et c'est surtout pas notre faute, et aussi à tous ceux qui habitent ici à Paris, les Parisiens, c'est pas de leur faute avec cette insécurité qui s'installe. Dû au fait qu'il y a plusieurs ethnies qui vivent dans ce pays, et surtout avec plusieurs cultures. Donc, puis chez nous, c'est le sourire, c'est naturel, mais pour d'autres ethnies, quand on leur sourit, pour eux, on lui fait du rentre-dedans ou de la drague. Oui. Donc, et alors, c'est pour ça qu'est née cette association, l'association Îles du Pacifique. C'est une des raisons qui fait qu'elle existe aujourd'hui à Paris. Au début, Îles du Pacifique est née, en fait, c'est le fait de se réunir, de se retrouver les week-ends, surtout de retrouver la famille, de s'expliquer qui est qui, et surtout nos enfants, pour leur expliquer que nous sommes français, il est vrai, nous habitons à Paris, il est vrai, mais nous venons d'un autre petit bout de monde, et nous avons une autre façon de vivre, de voir les choses, apparemment. C'était important de garder le contact loin du Fénois, loin de la maison.
Toujours, parce que si on se dit qu'on vient ici en France pour voir d'autres horizons, on le découvrira, ces horizons-là, mais ça permettra d'enrichir sa propre culture. Avec l'horizon que l'on est venu avec du pays, le mimétisme, surtout le minuscule, et arrivé ici, tout est grand, et on se dit que petit ou grand, si on regarde bien, c'est toujours pareil. Il suffit d'avoir un bon cœur, un bon sourire et surtout l'esprit toujours positif et tout marche. Alors, je suis allée voir votre page Facebook et le site web et c'est un des esprits que vous mettez en avant aussi. Vous avez envie de couleurs, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'un peu d'île chez vous. Eh bien, appelez-nous. C'est un peu votre message sur le site. Hein. Appelez-nous pour vos événements publics, privés, un mariage, un anniversaire, tout ce qu'on veut en fait. Tout ce qui vous permet d'avoir et surtout de vous apporter le sourire aux lèvres, ne serait-ce qu'un simple sourire, moi c'est ma définition, et même dans notre association, nous, ici à Paris, malgré s'il fait mauvais temps, les gens ils sont pas si ou pas, un sourire nous suffit, c'est le rayon de soleil qui manque pour nous Polynésiens ou pour tout le monde. Un sourire, ça met de la joie et de la gaieté pour la journée, donc faut pas demander plus. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes devant OM5 TV ce matin pour le sourire. Alors, cette association, c'est une trentaine de membres. Tout à fait. Tous issus de Wallis où il y a plusieurs îles représentées. Îles du Pacifique, justement, regroupées une trentaine de membres, mais de plusieurs, du Pacifique, vraiment du Pacifique. On a Wallis, on a au Futuna, on a la Nouvelle-Calédonie, on a Tahiti. Et il y a aussi nos amis Tonga et Samoan qui de temps à autre viennent nous rendre visite. Il y a aussi la Nouvelle-Calédonie avec nos amis Kanaki de temps à autre. Mais on se tient toujours contact. D'accord. Que ce soit Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Tonga ou Samoan ou Fidjien. Tout le monde en fait vient et notre association ne pousse pas Comment tout vous le faites monde. pour vous mettre tous ensemble? Parce que préparer un spectacle, quand il y en a un qui vient de Tahiti, l'autre de Wallis ou l'autre de Samoa, c'est pas toujours évident. Quand on nous donne par exemple une demi-heure, s'il y a 3 ethnies qui dansent dedans, bien la demi-heure est partagée entre les 3 ethnies. Donc on va faire une danse kanak, une danse kanak, wallisienne et une danse tahitienne. Une danse futunienne et bien sûr le fameux haka de nos cousins Maori de la Nouvelle-Zélande. On fait de tout. Alors on va voir une prestation un peu plus d'une minute. Tu vas nous expliquer après ce que c'est que cette danse. C'est un haka wallisien? C'est le haka wallisien, c'est une danse qui s'appelle le Niu Tao. D'habitude, toutes les danses que nous voyons en ce moment sur le plateau ou que nous voyons qui est donnée par les prestations wallisiennes ou futuniennes, quel que soit l'endroit de la France métropolitaine ou dans le monde entier, au début, ces danses étaient donc des danses guerrières qui permettaient aux guerriers de s'échauffer en offrant une petite danse à leur bon Dieu pour qu'ils les bénissent avant de partir en guerre. D'accord. C'est pas comme le haka maori qui lui était fait pour impressionner l'adversaire. Là, c'est votre échauffement en fait. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire que celui qui dansait bien et qui surtout avec le gestuel est très, parce que vous avez vu, c'est très très sportif. Hein. Oui, puis
Hein, Et c'est vivace. Et là, il faut vraiment, normalement, après chaque prestation d'1 heure ou d'une demi-heure, on a fait le marathon de... Vous avez fait votre sport de la journée ou de la semaine? Net et clair. Et alors, est-ce que c'est facile le partage du savoir quand on est loin de chez nous? Parce que c'est combien d'heures d'avion pour aller, par exemple, à Wallis, d'ici? À tout casser, on joue entre 27 et 30 heures d'avion. À 30 heures d'avion de Wallis, de la Nouvelle-Calédonie, ou de Samoa, ou de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est facile de garder sa culture vivace, on va dire? Quand on le veut, on le peut. C'est comme dirait le président américain en pouvoir en ce moment, yes we can. Quand on le veut, on le peut. Yes we can, ou alors oui, on le peut effectivement. Donc si vous avez envie de découvrir cette association, Association Île du Pacifique, ils ont leur page Facebook, c'est Association Île du Pacifique tout simplement. Ils ont également un site web sur lequel vous pouvez voir plusieurs de leurs prestations. Donc c'est www.îledupacifique.sitew.com. On vous redonnera bien sûr toutes ces adresses, donc n'hésitez pas. Le président c'est Molly Gallo-Cefo. Tout à fait, Molly Gallo-Cefo. Alors j'ai une petite anecdote pour lui parce que quand je suis arrivée à Paris, ça faisait peut-être 15 jours que j'étais à Paris. J'étais dans le métro et toujours avec la fleur à l'oreille. Et un monsieur rentre dans le même wagon que moi. Et je fais juste ça, parce qu'il y avait une personne entre lui et moi. Je fais juste ça. Il me voit, il se lève, il vient, on se parle, on se fait la bise. Et alors c'était très drôle parce que les gens autour de nous se demandaient si on se connaissait vraiment ou si... qu'est-ce qui se passait? Il y avait un truc bizarre c'était magique en fait. C'est le côté îlien que nous avons. Normalement, toute personne qui vient des îles, que ce soit du Pacifique, que ce soit des Antilles, même aux Antilles, quand on se voit entre îliens, on se reconnaît. C'est peut-être pas joli comme mot, mais on se sent en fait. On voit, parce que tout de suite, c'est perceptible. Nous avons tout de suite le petit sourire, le petit rictus, surtout le petit sourcil qui se lève, et tout de suite, on sait qui c'est. On est tout de suite dedans. Et alors, quand on parlait tout à l'heure de ne pas sourire ou de ne plus parler aux gens dans le métro ou dans les transports en commun, une autre anecdote, c'est que j'étais en train de marcher dans le métro et j'entends « Yaorana ». Donc sur le moment, je continue à marcher et puis je croise en fait des gens et j'entends, mais je dis mais j'ai entendu Yaorana, donc je me retourne et c'était une bande d'étudiants qui, juste parce qu'ils m'avaient reconnu effectivement, me disaient bonjour. Donc ça, c'est vrai que quand on vous sourit dans le métro, n'ayez pas peur, hein. Tout à fait. On peut le dire, hein, n'ayez pas peur, même si on est un peu bronzé. En fait, on arrive des îles et puis on sourit à tout le monde et on fait la bise à tout le monde, hein, dans les îles. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu cette essence, eh bien, l'association Île du Pacifique attend vos appels et vous allez sur leur page Facebook, vous leur envoyez un message ou sur le site web et vous aurez toutes leurs coordonnées, numéro de téléphone, etc. Tu veux dire un dernier mot, peut-être un bonjour à la famille? Profites-en. En fait, c'est surtout un bonjour, excusez-moi pour tout, mais c'est surtout dans la langue. Au whakalo whātou pe heni, kia koto whirikai ngā uwe a pēr mwhutuna. Mai o tatou motu, ki loto whalani nei. Ka pau e he konga na tōtō i te whelawei. Ko te whakaamu ne tau whelawei i te fia pēr mo te whiawhawha ni tō mau ko o whātu. Voilà, je viens juste de leur dire, quelle qu'en soit la rencontre ou le chemin que l'on fait dans sa vie, le plaisir et le but de tout à chacun, Polynésiens que nous sommes, c'est toujours être heureux et dans la joie et la bonne humeur avec le sourire. Ça se voit qu'il est animateur aussi, hein. Merci Jean-Marcus, ou Marco comme on t'appelle quand tu es sur scène. Merci et à la prochaine. Alors vous reviendrez quand vous aurez un événement. Merci beaucoup Lénaïque pour l'invitation et le groupe ILDP vous remercie du cœur. Mais pour l'invitation, c'est quand vous voulez, messieurs, dames. Mais par contre, pour Lénaïque, elle n'a pas besoin d'invitation. On se voit tout le temps quand elle veut. Merci. Louise Faure et Anne Julien, réalisatrices, sont avec moi sur ce plateau. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors juste pour savoir ce que vous avez déjà fait, parce que je vous ai invité pour un film en particulier, c'est Niki de Saint-Phal, Un rêve d'architecte, mais vous n'avez pas évidemment fait que ça, vous êtes des réalisatrices depuis longtemps. Depuis un certain temps, oui. Et on a fait aussi des films qui ne sont pas des films sur l'art, mais enfin, donc vous voulez qu'on commence par... Par le début peut-être ?
Alors, le début, ça va remonter loin, alors là, vous voyez. Mais bon, écoutez, non, on va s'en tenir à Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. On commence à aborder ces deux artistes dans les années 1996, parce qu'on fait un film sur les femmes séropositives et surtout la question de la contamination secrète des femmes par le VIH. On est les seuls à le dire à l'époque. Et pour filmer ces femmes, on demande à Niki de Saint-Phal l'autorisation de tourner dans le décor magnifique d'une sculpture monumentale de 24 mètres de haut dans la forêt de Milly. Et elle-même s'étant très engagée dans la lutte contre le sida dès les années, tout début, dans les années 79-80, elle nous donne son accord et voilà, c'est comme ça qu'on réalise un premier film dans ce magnifique décor du Cyclope, qui est une œuvre de Jean Tinguely, collective, mais auquel Niki a donné sa face. Elle a hésité longtemps, savoir qu'est-ce qu'elle allait faire avec cette énorme face du Cyclope, et finalement, en 88, elle a Eureka, elle sait qu'elle va le dématérialiser en le couvrant de miroir. Alors au début, vous ne vous étiez pas intéressé à Niki de Saint-Phal directement. Est-ce que de faire un documentaire ensuite sur elle, c'était quelque chose de logique ? En fait, si je peux me permettre de prendre le relais, donc on a commencé par donc un premier film dont le Cyclope n'était qu'un décor, donc ce film, Une contamination secrète. On a eu par la suite envie de raconter l'histoire du Cyclope, ça a donné lieu à un film qui s'appelle Le Monstre en la forêt, et un DVD qui s'appelle Le Rêve de Jean ou l'aventure exceptionnelle du Cyclope, et dans laquelle on raconte un petit peu la genèse de cette utopie anarchiste et comment ça s'est réalisé, effectivement, l'œuvre collective. Et c'est là qu'on a eu envie, après ce film, de raconter l'histoire assez merveilleuse de création et d'amour entre Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. Tout ça pour dire qu'on s'intéresse donc aux deux assez vite. Oui. Et donc ça donne lieu à ce film, Les Bonnie and Clyde de l'art, qui est donc le précédent. Et vas-y, je te laisse finir, Louise. Et oui, et pratiquant ces deux personnes magnifiques tout au long, bah c'est long un documentaire, faut savoir que c'est des années, surtout sur l'art, parce que c'est encore plus difficile. Donc, pratiquant ces deux personnes, on était déjà très amoureuses et de l'un et de l'autre, mais alors là, vraiment, Niki de Saint-Phal est apparue dans sa dimension immense, vraiment. Et on s'est dit, il faut absolument faire le portrait de cette femme, parce que d'elle, on ne connaît que grossièrement ces fameuses nanas des années qu'elle a fait pendant quelques années et les tirs qui ont inauguré son travail de création. Et en fait, elle est allée beaucoup plus loin, elle a traversé beaucoup de questionnements et de remises en question de son travail et ouvert des nouvelles pistes. Et tout ça, on a eu envie de le raconter donc avec Niki de Saint-Phal, un rêve d'architecte, parce qu'aujourd'hui, ça semble évident à tout le monde qu'elle serait une architecte. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a voulu dire, pas du tout. On a voulu ouvrir cette piste, parce qu'effectivement, elle a commencé les choses en grand. C'est une femme qui voit en grand. Et inévitablement, à un moment, partant de ces sculptures pénétrables, qu'elle commence en 1966 avec la Honne, je crois qu'on peut dire ça, Anne, les sculptures pénétrables, de taille monumentale, se pose la question de l'habitat, se pose la question, comme c'était quelqu'un d'immensément généreux, elle a envie de réjouir le cœur et les yeux des gens, et donc elle travaille dans ce sens, et c'était vraiment passionnant de traverser tout ça et de trouver des archives. Alors les archives viennent de la Fondation, essentiellement. Pas du tout, non, les archives c'est un joli melting pot, ça vient de beaucoup d'endroits. Alors, il est clair que les trois films précédents, et donc moi j'ai tendance à dire les trois précédents et ce quatrième, mais on va dire ces trois-là, nous ont un peu rompu à la recherche des archives. Il y a toute une partie qui, de manière assez classique, vient de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui récupère finalement à partir des émissions de télévision de l'époque et jusqu'à maintenant, puisqu'il y a toujours une copie à l'INA, toutes les archives qui sont forcément des interviews entre guillemets télévisées, c'est-à-dire à laquelle c'est une télévision qui a interviewé Niki de Saint-Phal. Bon. On a retrouvé ensuite un fonds d'archives privé qui vient de Suisse, qui vient de son ancien assistant qui est aujourd'hui décédé, Rico Weber, et qui a cédé au musée de Suisse, au musée un certain nombre de documents. Un certain nombre de documents, toutes ses propres archives, en photo et en images Super 8. Et enfin, il y a une autre source d'archives qui vient des États-Unis, qui est celle-là très difficile à manipuler parce que c'est du 16 mm et que l'image est d'un côté, le son est de l'autre. C'est pas encore très très bien inventorié, donc
On a eu, comme dans le film précédent, un travail un peu, je dirais, inquiet. Un travail de fourmi. Un travail de oui. fourmi, sans être tellement sûr du résultat. Bon, et toujours dans ces cas-là, il y a des choses qui sont magnifiques, surprenantes, et puis on a été déçus de n'avoir pas le son de certaines images sur lesquelles on comptait, ou le contraire, pas l'image de certaines bandes son. D'ailleurs, dans l'extrait que l'on peut voir à l'INA sur votre documentaire, on ne la voit pas, on l'entend. Et elle répond à un journaliste qui lui pose des questions très compliquées, très longues, et ça l'ennuie terriblement tout de suite. C'est le début du film. Oui. Ouais, c'est le tout début du film. Oui, ça, il faut revenir. En fait, nous, en écrivant le film, on était tellement comment dire, imprégnés de cette femme magnifique et artiste magnifique, parce que ce sont vraiment les deux dimensions, hein, qu'on s'est dit, il faut arrêter les interventions des experts, de tous ces gens qui l'auraient connue, qui vont parler d'elle, et on l'a présentée un peu comme un objet, comme on fait souvent pour... Donc nous, on a pris vraiment le parti de ne donner la parole qu'à elle. Et bon, un tout petit commentaire qui aide à faire les liens et les ellipses, mais... elle. Et donc, à l'INA, effectivement, Anne faisait allusion aux images de l'INA. Il y a aussi les archives radio. Et on s'est attaqué aux archives radio. Et en fait, on a construit notre film à partir du son, strictement. C'est-à-dire qu'on est parti de 7h30 d'archives. Où, enfin, elle a toujours de la répartie, de l'invention, oui, je t'en prie. Non, Et donc après, il a fallu ramener, puisqu'on était tenu à un standard de 52 minutes strictement, il a fallu ramener... Ou alors vous pouviez faire un triptyque, faire un documentaire... Plusieurs longs documentaires. Ça, vous savez, ça arrive les chaînes de télé n'en veulent pas. Non, n'en veulent pas, voilà. d'accord. Et si donc il fallait rester dans le format. Voilà. Donc on a dû renoncer, jusqu'on a fait un premier ours à 1h30 et puis un ours à un autre. Enfin bon, bref, c'est progressif, il faut laisser tomber. Ouais. On a de la peine parce qu'on laisse tomber des choses magnifiques. Et puis on s'est retrouvé avec 35 minutes de son et là on s'est dit bon, maintenant on va aller chercher les images. Donc on est vraiment, c'est un film et plusieurs personnes ont trouvé qu'il était très construit, mais je crois que c'est parce qu'on est parti du son. Et puis vous parlez à l'instant de son statut de femme, donc on découvre un petit peu mieux la femme avant l'artiste. Le fait qu'elle ait vécu des choses difficiles. Alors je crois que pour Niki de Saint-Phalle, en fait, l'art et la vie, c'est presque la même chose. Alors c'est vrai qu'il y a un début de vie. Moi, j'aimerais qu'on évite un peu ce sujet, parce qu'on est un peu fatigué avec Louise d'entendre systématiquement des choses qui sont en plus avec des mots un peu violents, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport à... Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Mon secret. Dans lequel elle explique très très bien à 60 ans, sa vie. À 60 ans, dans laquelle elle explique effectivement sa vie, son adolescence, les difficultés avec son père. Donc si on pouvait essayer de pas essayer de plagier, elle le fait très bien avec des mots qui sont choisis, on le sent, une émotion qui est non seulement toujours présente, mais absolument contenue et voilà. Et c'est pas ce côté-là que vous aviez eu envie de montrer dans le documentaire. Ce côté-là y est, comme on le survole, on l'évoque. Non pas. C'est elle qui se raconte et c'est elle qui le dit avec ses mots. Mais si vous voulez, on a tellement l'impression aujourd'hui que l'œuvre de Niki de Saint-Phalle serait finalement une réponse à cette horreur vécue dans son adolescence que... Bon, c'est troublant. Non, je pense que effectivement, l'art et la vie sont extrêmement liés parce que d'abord, c'est un double scorpion. Je pense qu'il y a des choses aussi basiques que ça. Et puis, je pense qu'elle avait en elle une aspiration complètement énorme, libre ouais. à installer, à faire, à faire œuvre. C'est-à-dire qu'on le voit. Par exemple, c'est quelqu'un qui part avec une œuvre qui démarre dans une violence. Il y a des tirs, pour se terminer finalement par une ouverture du cœur et un art qui se veut bien plus spirituel, qui se veut bien Gai plus en aussi, connexion. Parce que quand on voit les couleurs qu'elle utilise, c'est quelque chose en choisissant de très, la médiation par la joie, effectivement. C'est très important, c'est très important. Et elle-même dit dans les années 69 que souvent on lui reproche, on lui dit que son travail c'est pas de l'art parce que c'est très gai. Et elle dit bon, si on trouve ça gai, qu'on me dit que c'est pas de l'art, moi je m'en fiche parce que ce qui m'intéresse c'est de faire plaisir aux gens. Et si ça change une minute de la vie de quelqu'un, eh bien, j'y vais. Donc, c'est merveilleux parce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Elle sait ce qu'elle veut et elle l'impose quelque part. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas son problème. Exactement. Je pense qu'elle devient en plus avec l'âge, elle sait de mieux en mieux et elle évite tous les pièges. Elle a d'abord évité les pièges de la famille, enfin, pas pu les éviter complètement, mais enfin assez vite, elle sort du milieu dans lequel elle a évolué jusque-là. Je pense que la rencontre avec Jean Tinguely assez vite à Paris l'a
lui permet d'accomplir peut-être les débuts de ce que sera l'œuvre. C'est avec lui que les tirs, c'est pas loin de lui que les nanas. Ouais. Et enfin, après cette sculpture de plus en plus monumentale, cette idée, si vous voulez, que on enferme l'architecture dans la sculpture. Actuellement, c'est partout à peu près le contraire. On met une sculpture dans une architecture. Je trouve que ce qui est extraordinaire avec Niki de Saint-Phalle, c'est qu'elle arrive à enfermer l'architecture dans la sculpture. Et c'était ce que vous aviez envie de montrer. Juste voilà, son côté féministe. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet l'interview ou même dans les informations, le discours d'Emma Watson sur le fait d'être féministe. Est-ce qu'aujourd'hui, féministe, qui est un peu un gros mot, l'était aussi quand elle était taxée de féministe à son époque ? Alors c'est un mot qui a traversé vraiment et que selon les saisons qu'il a traversé a fleuri ou au contraire s'est terriblement fané. Je pense qu'au moment où Niki, qui est elle-même prise dans ce mouvement, mais elle le devance un peu, il faut bien dire qu'elle a un peu d'avance. Le féminisme de Niki n'est jamais un féminisme revendicatif et strictement égalitaire au sens où on veut être comme des hommes. C'est un féminisme très subtil. C'est plutôt le désir d'être une femme libre et que dans cette liberté d'être une femme soit reconnue aux femmes leur valeur intrinsèque et qui part bien sûr du fait que on a la chance de... Enfin, la chance. C'est la définition de quelqu'un de féministe. Mais parce que j'en parle... Je n'ai pas vu Emma Watson, donc je ne suis pas sûre de... Parce que Emma Watson a reçu des menaces après son discours parce qu'on estime qu'elle a un discours un peu réac. Alors, des menaces d'hommes ou de femmes, on n'en sait rien. Oui, elle a reçu des menaces après le discours qu'elle a donné devant l'ONU. Et donc, c'est pour dire, est-ce que quand on était féministe à son époque et féministe aujourd'hui, est-ce que finalement c'est le même combat ? Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que forcément, je pense que... Elle a fait passer des messages, Niki de Saint-Phalle. Oui. Forcément, et comme le disait Niki, c'était pas pour elle il faut se souvenir qu'elle est quand même née aux États-Unis, elle a été élevée, on va dire, aux États-Unis, et le féminisme américain n'est pas tout à fait le même que le féminisme européen. Il démarre quand même très tôt. Et pour elle, Niki, elle n'avait pas l'impression d'être dans un combat, en tout cas à ce niveau-là, avec ce mot-là. Un combat premier. Elle avait l'impression qu'il y avait déjà eu avant elle des femmes qui s'étaient battues sur la même cause. C'est pas elle qui se définissait féministe, ce sont les autres qui la définissent. Ouais, non, elle dit absolument, et elle met en avant cet aspect de J'étais femme féministe et la liberté, dès l'âge de 12 ans. Elle voilà. était féministe dès l'âge de 12 ans. Donc voilà. Elle est totalement féministe, si vous voulez, mais elle est absolument consciente qu'il y a deux sexes. Il ne s'agit pas que les femmes deviennent comme les mecs, pas du tout. C'est pas un statut matriarcal. Et c'est en plus, ça n'est jamais contre les hommes, ça n'est jamais contre les hommes, mais c'est avec eux. Et c'est à eux de nous rejoindre sur des luttes. Et là, oui, c'est susceptible de transformer les choses. Des années après, Emma Watson a dit quasiment la même chose et elle a 24 ans. Donc, on la taxe de non-féminine, d'être réactionnaire. Oui. Donc, il y a encore des choses. Peut-être que votre prochain documentaire sera sur le féminisme. Bonne idée. Pourquoi pas ? Bonne idée. On va terminer cette interview avec un extrait, non pas de votre film, mais un extrait d'un film qui vient du Grand Palais, du site du Grand Palais, pour expliquer qui est Niki de Saint-Phalle et surtout pour vous rappeler que Niki de Saint-Phalle est au Grand Palais depuis le 17 septembre et qu'elle le sera jusqu'au 2 février de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas. Et d'autre part, il y a aussi une nuit blanche prévue. C'est le samedi 4 octobre et ce sera gratuit et vous pourrez aller voir Niki de Saint-Phalle et l'exposition Hokusai. Mais tout de suite la vidéo. Niki de Saint-Phalle est une des rares artistes femmes à avoir été reconnue de son vivant assez vite dans les années 60 comme une artiste très importante, notamment grâce au tir, donc cette série de performances qu'il a un peu projetées sur la scène publique. La montrer dans l'exposition, c'est aussi pour souligner le fait que c'est une artiste qui a utilisé l'image pour expliquer son travail. Et je pense que certaines de ses interviews sont presque des œuvres. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phalle et je fais des sculptures monumentales. Dans les années 60, Niki de Saint-Phalle était, je pense, presque aussi célèbre qu'Andy Warhol aux États-Unis.
La thématique de la représentation féminine est une de ses directions fortes, parce que c'est la première artiste à vraiment s'intéresser au corps féminin, à le relire de manière tout à fait nouvelle. C'est une série formidable, très, très forte, le titre déjà est assez génial. Mais ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que les nanas prennent leur source dans des œuvres beaucoup plus sombres et critiques, où Niki de Saint-Phal va commencer à s'interroger sur la représentation féminine et la montrer plutôt comme une femme qui souffre de sa position dans la société. Et les nanas, c'est une sorte de seconde étape où ces femmes vont s'émanciper et où Niki de Saint-Phal va se projeter dans le futur en disant voilà ce qu'il faut que les femmes soient. Donc ces nanas, c'est vraiment pour moi une sorte de discours d'étendard féministe qui va porter cette parole dans l'espace public. Toute une partie du travail de Niki de Saint-Phal est tournée vers cet objectif très important pour elle de créer un art qui apporte de la joie à tout le monde, donc à tous les publics. Le défi, ça a été de faire rentrer certaines de ces pièces. Donc on a essayé de faire venir des pièces à l'échelle 1, on a essayé aussi de montrer beaucoup de maquettes. Ce sont des œuvres publiques qui sont donc monumentales et pour beaucoup architecturales. Il faut imaginer que c'est une femme qui va diriger une équipe, un chantier d'architecture et qui va construire des pièces extrêmement importantes. Un peu une femme chef de chantier ou architecte. Et là encore, il y a extrêmement peu de femmes architectes dans l'histoire du XXe siècle et surtout dans les années 60, 70, 80. C'est vraiment une des premières artistes qui va s'engager à la fois politiquement et socialement pour des grandes causes. Le crâne qui est derrière moi, c'est une évocation des morts et de la menace que fait peser le sida dans les années 80. C'est vraiment une artiste qui a parlé de son temps, qui a essayé de changer le monde aussi à sa manière. Il y a Louise Bourgeois, il y a l'autre Nancy, comment elle s'appelle? Bon, et pour revenir sur votre film, il est disponible en DVD. Absolument. Donc on peut aller à la boutique du Grand Palais pour se procurer ce film. Et vous les trouverez tous d'ailleurs. L'aventure exceptionnelle du Cyclope, les Bonnie and Clyde de l'art. Nos 3 films. Vos 3 films, voilà. Et autrement, vous allez voir cette exposition au Grand Palais. Et si vous n'avez pas d'argent, ça arrive. Hein, donc sachez, notez-le sur votre agenda. Samedi 4 octobre, de 20h à minuit, ce sera lors de la Nuit Blanche. Les 2 expositions Niki de Saint-Phal et Hokusai seront ouvertes au public et ce sera gratuit. Donc profitez-en et notez ces dates. Sinon, pour en savoir plus, vous allez sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr. Ils ont également leur page Facebook, c'est Grand Palais RMN officiel. Voilà, tout est dit. Merci à toutes les deux de nous avoir parlé de votre documentaire de Niki de Saint-Phal. Et si vous avez envie de découvrir ce documentaire, on le rappelle, il est disponible en DVD. Merci Lénaïque. Bonne journée. Au revoir. Ma dernière invitée sur ce plateau est Laurence Marchand, qui est la directrice de communication de l'Académie Fratellini. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes voisine en fait. Hein, absolument, oui. parce que l'Académie Fratellini est installée à Saint-Denis depuis combien de temps? On est installé à la Plaine Saint-Denis depuis 2003. Donc ça fait un petit peu plus de 10 ans. Et effectivement, on est à quelques centaines de mètres de vos studios. Depuis plus de 10 ans. On a l'impression que vous êtes là depuis simplement quelques mois, quelques années. Il y a encore des gens qui se demandent d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment à côté du RER. Absolument. Vous avez vu qu'en fait, la Plaine Saint-Denis, c'est un quartier déjà qui vient d'émerger. C'est un quartier tout nouveau qui est principalement dédié au tertiaire. Donc effectivement, de voir ce lieu tout en bois, en toile, etc. Il y a beaucoup de salariés, parce qu'il y a de nouveaux salariés qui continuent à arriver sur le territoire, étant donné qu'il y a de nouvelles entreprises qui continuent à s'installer. Et effectivement, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça attire la curiosité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est une école supérieure des arts du cirque. Oui, alors c'est une des 2 écoles supérieures des arts du cirque qui existent en France. La deuxième est implantée à Châlons-sur-Marne. Et c'est aussi un lieu de spectacle. On a un grand chapiteau de 1600 places, un petit chapiteau, une halle dans laquelle tout au long de l'année, en fait, on va proposer des spectacles, à la fois avec nos apprentis, puisque la spécificité en fait de l'Académie Fratellini, c'est que c'est une école supérieure dont le programme pédagogique repose sur l'alternance. C'est-à-dire ils vont travailler dans des cirques. Alors ils ont des temps professionnels, comme un apprenti boulanger va aller travailler
travailler dans une boulangerie, etc. Ici, nos jeunes ont 40% de leur temps global de formation qui sont dédiés à des temps professionnels. Donc, ils peuvent effectivement aller travailler pas que dans des cirques, dans tout type de projet artistique où on a besoin d'un circassien. Un théâtre, un opéra, une chorégraphie. Depuis quelques dizaines d'années, ça se fait quand même de plus en plus, le mélange des arts, etc. Donc, certains artistes, dans leurs projets, ont envie d'intégrer un ou plusieurs artistes circassiens. Alors, c'est 3 années d'études quand on rentre dans 3 années d'études dans cette école. Est-ce qu'il y a une sorte de sélection quand même à l'entrée où tous les gens qui ont envie de faire ça sont invités dans l'école? Alors, il n'y a pas une sorte de sélection, il y a vraiment un concours en fait, il y a vraiment une sélection, c'est une école supérieure, donc il y a des critères effectivement d'admission. Vous imaginez bien que pour rentrer dans une école supérieure de cirque, c'est un peu comme les beaux-arts, on ne rentre pas aux beaux-arts si on n'a jamais tenu un crayon. Là, c'est un peu la même chose, hein. Ça nécessite quand même déjà une condition physique et puis un apprentissage quand même des disciplines de cirque. Est-ce qu'on arrive avec déjà quelques connaissances, quelques compétences où on peut démarrer en fait une carrière, enfin l'école, sans finalement avoir jamais touché ne serait-ce que du bout du doigt le domaine du cirque? Alors il est arrivé qu'on ait des apprentis donc qui aient réussi ce concours d'entrée, mais qui n'étaient pas circassiens. Mais ils avaient déjà une condition physique. Alors soit c'était des gens qui venaient de ce qu'on appelle les arts urbains, vous savez, les yamakasi, etc. D'accord. Donc il y avait déjà une tradition acrobatique assez avancée. Il y a eu une année aussi un apprenti qui venait de l'escalade. Donc voilà, il y avait quand même déjà un apprentissage du corps, etc. Et après, il y a eu un apprentissage. Il faut être motivé, il faut montrer qu'on est motivé. Après, il faut être motivé, il faut être attiré aussi par une discipline de cirque, mais effectivement, ça peut se faire. Est-ce que le cirque se renouvelle tout le temps ou finalement, tel qu'on le connaissait il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est la même chose? Non, c'est plus. Enfin, il existe encore des cirques traditionnels comme on les connaissait il y a 50 ans, mais depuis, on va dire vraiment 20 ans, il y a vraiment eu un renouveau des arts du cirque. Parce que justement, dans les années 70, il y a eu cette création d'écoles de cirque. En fait, Annie Fratellini a créé la première école des arts du cirque au milieu des années 70. Avant, si vous vouliez vous initier au trapèze ou à l'acrobatie, etc., c'était pas possible si vous n'étiez pas. Il fallait être né dans une famille de cirque. Voilà, c'était un art qui vraiment se transmettait de père en fils. Là, avec la création, l'émergence des écoles, ça a attiré beaucoup de gens nouveaux qui n'étaient pas donc issus de familles de cirque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va voir un spectacle à l'Académie Fratellini, ce sont des spectacles. Il y en a traditionnels, mais il y en a qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un cirque. L'habitude de voir, non, maintenant, il y a de plus en plus de lieux quand même qui proposent ce qu'on appelle le nouveau cirque. Hein, donc c'est quand même, des choses un peu plus modernes. Oui, des choses plus modernes qui se déroulent pas forcément sur piste, qui peuvent être en salle, qui font effectivement appel à d'autres arts. Et puis la grande différence quand même, c'est que le cirque traditionnel, c'était plus construit sur une succession de numéros. On avait les clowns, etc. Et là, on n'est plus sur un travail dramaturgique. On raconte une histoire, il y a des personnages, etc. On va voir un extrait d'une vidéo que vous avez tournée. On va continuer d'ailleurs à parler pendant que la vidéo va se dérouler. C'est une longue vidéo, hein. C'est une vidéo que vous avez faite pour présenter l'académie, que vous avez réalisée. Et donc ça veut dire, est-ce que les élèves aussi participent à ça ou vous avez pris une équipe de réalisateurs pour créer ce film? Non, là on s'est associé avec une équipe de réalisateurs pour créer ce film. Il aurait pu y avoir des cours en plus de maîtrise de médias, photos, oui, alors vidéos. ils font déjà beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas juste l'apprentissage des techniques de cirque. Hein. Ils ont aussi des cours de théâtre, des cours de danse, des cours de musique. Il y a effectivement une initiation aux arts en général, donc arts plastiques. Voilà, ça fait vraiment partie de leur formation. Évidemment, dans l'idéal, tout ce qui est photo, vidéo, etc., ils s'y intéressent puisque après, quand ils vont arriver dans le grand bain professionnel, ils vont bien être confrontés justement à toutes ces problématiques. Mais
on peut pas tout faire, quoi. Voilà, donc. Alors là, ça, c'est de la partie école. Ouais. Mais vous faites aussi des ateliers pour le public. Absolument. En fait, c'est aussi un lien qu'on a gardé avec l'école originelle d'Annie Fratellini, qui était quand même ouverte à tous. Là, on continue à proposer à la fois une école de cirque, vraiment à l'année pour les enfants. Donc pendant les vacances, on fait des ateliers ou en Le période mercredi, scolaire le samedi en période scolaire, ça marche vraiment comme une école. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a aussi un programme pédagogique qui évolue selon les âges, etc. Il y a déjà, si vous voulez, l'esprit de l'école supérieure qui est insufflé déjà d'accord. dès Même le plus si jeune âge. ça reste ludique encore, par exemple, Ça reste pour ludique. les ateliers cirque, ça va de 5 à 14 ans, Ouais. pour les tout petits. Ouais. Vous avez aussi des ateliers cirque pour les adultes. Absolument. Donc selon à qui vous vous adressez, quand c'est pour les tout petits, vous essayez de repérer, on va dire comme ça, les futurs Non, mais c'est plus artistes du cirque. Alors, évidemment, il y a ça, mais c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est vraiment de les initier, d'abord de leur faire découvrir toutes les disciplines. Et puis, quand je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de l'école supérieure, il y avait aussi un apprentissage d'autres disciplines, une ouverture sur l'ensemble des arts, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'insuffler dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que du cirque tout au long de l'année. Il va y avoir 1 ou 2 séances où ils vont être en rencontre avec un metteur en scène, un chorégraphe qui vient travailler à l'académie. Ils vont avoir un cours de danse. C'est la découverte de tous les métiers du cirque aussi. Voilà, dans ces c'est ateliers. ça. C'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour devenir un artiste de cirque complet. Voilà, tout Alors, ce qu'il comme faut ça découvrir. existe depuis une dizaine d'années, est-ce que vous avez des histoires, des anecdotes peut-être d'adultes ou d'enfants ou d'adolescents qui sont venus faire des ateliers et qui ensuite peut-être sont devenus des artistes à part entière, qui sont passés par l'école supérieure? Pour l'école supérieure, celle vraiment qui est implantée à Saint-Denis depuis 2003, c'est un peu jeune, puisqu'en fait l'école dure 3 ans, donc les premiers sont sortis en 2006, etc. Mais on a quand même eu déjà une jeune artiste qui est rentrée à l'école supérieure, donc qui a passé le concours pour intégrer le CFA, qui avait fait l'école des enfants. Donc elle, ça a vraiment été un parcours logique et sur la durée. Après, pour ce qui est de l'école d'avant, celle d'Annie Fratellini, il y a de nombreux artistes qui sont passés par là, qui ont fait soit du cirque, du théâtre, du cinéma, etc. Donc ces ateliers pour le public, est-ce que ce sont des ateliers courts? Est-ce que c'est un atelier sur toute l'année? Quand je m'inscris à ce type d'atelier, est-ce que je m'inscris juste, je sais pas, sur une période de 3 semaines ou sur une période de l'année scolaire? Alors, on a plusieurs formules, en fait. D'accord. Pour les adultes, soit ils s'inscrivent à l'année, ils viennent pratiquer 1, 2 ou 3 soirs par semaine. Il y a différents ateliers. Ce sont des ateliers qui sont autour d'une discipline. On va faire soit de l'acrobatie, soit du jonglage, soit du trapèze, mais on peut faire plusieurs ateliers. Donc ça, c'est le soir, c'est quand on sort du boulot et qu'on a encore la pêche, on vient à l'académie. Qu'on a envie de se changer les idées. Exactement. On peut le faire en famille? Parce que... Alors, on a aussi, ça c'est encore une autre chose, un autre dispositif qu'on appelle Famille en piste, qu'on a lancé il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et là, on peut le faire tout au long de l'année, au trimestre, ou à la séance, et en fait, c'est un des 2 parents vient pratiquer avec son ou ses enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire ces ateliers? Je ne sais pas, si je suis sujette à des vertiges, par exemple, est-ce que c'est même pas la peine de s'inscrire à ces ateliers? Peut-être que ça va être plus difficile de monter au trapèze, mais il y a d'autres choses. Donc je peux quand même si je suis sujette au vertige, participer aux ateliers cirque. Donc les ateliers, l'école, la formation supérieure, il faut dire qu'au niveau architecture, c'est le premier cirque construit en dur. Ouais. Et c'est des architectes qui ont essayé de respecter quand même le format du cirque, mais c'est un cirque qui a quelle forme alors? Alors, le grand chapiteau, en fait, la piste du grand chapiteau est une piste tout à fait traditionnelle, aux dimensions traditionnelles du cirque, etc. Les architectes qui ont construit ce lieu sont Patrick Bouchin et Loïc Julienne, qui sont des architectes très connus en France. En fait, ils ont beaucoup travaillé sur la réhabilitation d'anciens lieux industriels en lieux culturels. Sur le territoire, ils ont pas mal œuvré, puisqu'ils ont fait aussi le
le fort de Bervilliers où est implanté Bartabas. Ils ont rénové les écuries de Versailles, etc. Enfin, bon, voilà. Et d'ailleurs, vous avez des étudiants en architecture qui viennent spécialement visiter votre Absolument, votre cirque, oui, enfin, votre académie. C'est un lieu, effectivement, on travaille beaucoup à l'année avec les écoles d'architecture, parce qu'effectivement, c'est un lieu intéressant à découvrir pour eux. Déjà, le chapiteau, c'est le premier cirque en dur du 21e siècle. Hein. Il y a eu des cirques en dur qui ont été construits avant, mais celui-là... Et alors, comme il y a des étudiants en architecture qui font des visites, est-ce que le public aussi peut visiter l'académie sans parler des spectacles? Oui, absolument. Oui. On travaille avec les opérateurs du tourisme du territoire, hein, donc l'Office du tourisme, le comité départemental du tourisme. Donc c'est par groupe, il faut qu'on soit au minimum 10, 20? Oui, c'est une dizaine de personnes, voilà. Et puis il y a une visite qui est organisée où effectivement on découvre... Alors, il peut y avoir des visites thématiques. Il y a des gens effectivement qui sont plus intéressés par l'aspect architectural, technique du lieu. Il y a des gens qui sont plus intéressés par l'école. Par le côté artistique, par les artistes. Qui aiment bien effectivement venir à un moment dans la journée où effectivement on peut découvrir les apprentis à l'entraînement, etc. Alors vous invitez aussi les gens du quartier à venir vous voir. Est-ce qu'ils répondent nombreux ou ils sont encore timides? Non, ça se fait de plus en plus naturellement. En fait, il y a eu une petite chose qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant, qui sont les apéros cirque. Donc ça, c'est un rendez-vous qu'on donne un vendredi par mois, à la fois aux salariés du territoire. Ça commence à 18h, donc quand on passe sur le trottoir en sortant on peut s'arrêter, prendre un verre, et là, on peut découvrir les apprentis déjà qui proposent plusieurs numéros entre 18h et 20h. Donc le prochain café cirque, ce sera le prochain apéro cirque de mémoire, c'est à la fin du mois d'octobre. Je crois que c'est le vendredi 24. Il faut s'inscrire. Il vaut mieux réserver parce que c'est dans le petit chapiteau et c'est vrai que ça nous arrive de refuser du monde, mais effectivement, donc c'est les salariés, mais c'est aussi les familles qui viennent, faire un début de soirée un peu sympathique. Le lendemain, c'est le samedi, on est plus cool. Donc profitez-en. On connaissait le café littéraire. Il y a d'autres cafés comme ça. Là, c'est le café cirque vers la fin du mois d'octobre. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de l'académie, c'est académie-fratellini.com. Il y a la page Facebook également que vous pouvez visiter et c'est tout simplement Académie Fratellini. Et puis si vous habitez dans le quartier à Saint-Denis et que vous n'êtes pas encore allé visiter cet immense bâtiment dédié au cirque, et donc à l'école supérieure des arts du cirque, eh bien allez-y. Et bien sûr, il faut réserver d'abord. Donc on vous redonnera toutes ces contacts pour joindre l'académie. Merci 1000 fois, Laurence. Merci à vous. Et puis à bientôt peut-être pour le prochain spectacle. Absolument. Vous viendrez faire un peu de promo sur notre antenne. Merci.